Madame, Monsieur, bonsoir. Que voulez-vous faire de la République démocratique du Congo? Que voulez-vous faire de la RDC? Cette question que nous posons depuis lundi dernier dans cette émission Table Ronde, aujourd'hui on va encore y revenir. C'est une question qu'on va continuer à poser de plus en plus dans cette émission et ça va nous prendre plusieurs numéros de l'émission. Que voulez-vous faire de la RDC? Aujourd'hui encore, on veut analyser la situation générale du pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à donner de solutions aux problèmes du pays. Notre consultant habituel n'est plus à présenter. Il s'agit de M. Thomas Ouichi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thomas Ouichi, comme je viens de le dire, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes l'initiateur de la fondation Vivre pour les autres. Oui. Ouais. Alors, avec vous, nous analysons plusieurs sujets de la vie nationale. Nous en sommes arrivés à nous poser la question, à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la RDC? Que voulez-vous faire de la RDC? On a introduit cette émission le lundi passé. Aujourd'hui, on veut continuer. Alors, lorsque on a introduit cette émission, et effectivement, il y a eu des gens qui ont réagi et qui souhaitent vraiment nous voir continuer. Que pensez-vous de la situation de manière générale du pays actuellement, lorsque vous regardez le pays? Oui, lorsque nous regardons le pays, nous ne méritons pas ce que nous vivons aujourd'hui. La RDC ne mérite pas ceci, en tout cas. Hein, n'est-ce pas? Et si vous suivez dans les réseaux sociaux, vous suivez la vie aujourd'hui, pour arriver ici, Ambroise, ça m'a pris presque 45 minutes de quitter ici tout près de la ville pour arriver chez vous. Il n'y a plus de route à Kinshasa. Il n'y a plus de route. Cabinda est complètement foutue. Toutes les routes secondaires qu'on peut emprunter, parce que bon, les embouteillages sont, disons, c'est la conséquence de manque de route. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd'hui dans notre pays. Il y a des pressions extérieures, certainement. La guerre que nous imposent les Occidentaux, hein, n'est-ce pas, parce qu'ils sont derrière le Rwanda. Ça c'est sûr. Comment signer des contrats avec un pays qui n'a rien, et c'est ce pays-là qui doit vous vendre les matières premières qui sont dans la République démocratique du Congo. Ce qui est bien clair, que ce sont les Occidentaux qui nous font la guerre. Il n'y a pas que ça, certainement, il y a aussi cette guerre latente qui nous entoure dans les 9 frontières. Nous ne pouvons pas dire que les 9 frontières, ce sont des amis, hein, n'est-ce pas? Les pays voisins. Les pays voisins. Donc, c'est quelque chose qu'on dirait qui se prépare. Nous avons parlé l'autre fois de la balkanisation déjà économique et qui est déjà opérationnelle dans notre pays. Avec l'expérience malheureuse que vous avez vécue dans le Congo central. Dans le Congo central, aujourd'hui, toutes les banques, ce sont des étrangers. La RDC n'a aucune banque, donc les commerces, ce sont les étrangers. Donc, dans tous les secteurs, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il y a des pressions extérieures, il y a des pressions intérieures. Les pressions extérieures, ce sont des pressions que nous ne pouvons pas, c'est-à-dire ce que nous appelons des variables exogènes, hein, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait l'analyse, on dit variables exogènes, c'est-à-dire que ce sont des variables qui ne dépendent pas de nous. Nous ne pouvons rien faire. Hein, n'est-ce pas? Si on soutient les gens à l'extérieur, les Européens, bon, tout ce que nous pouvons mener des actions, mais ce n'est pas contrôlable pour nous. Ce sont des variables exogènes. Vous avez les variables endogènes, ce sont des variables que nous pouvons contrôler. Hein, n'est-ce pas? Améliorer le pouvoir d'achat, par exemple. C'est terrible. Pourquoi le pouvoir d'achat est en train de dégringoler? Tout simplement parce que les salaires ne viennent pas à temps, il y a l'inflation et ça ne suit pas. Les taux de change qui montent. Les taux de change qui montent, tout ça, ça dérange, hein, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui eau et électricité, c'est la mer à boire. Moi, j'ai parlé avec des gens la semaine passée, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre dans le problème de l'électricité. Dans la desserte de l'eau et de l'électricité. C'est incroyable, incroyable. Comment et il n'y a même aucune explication. Donc, il n'y a aucune explication. Donc, ça, c'est un problème. Les gens crient, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité.
Et puis, avec la chaleur actuellement, on dit aux gens de boire de l'eau. Bon, quelle eau il faut boire? Il faut toujours acheter de l'eau, etc., etc. La dégradation de la voirie. C'est incroyable maintenant. L'embouteillage qu'il y a. Aujourd'hui, l'embouteillage commence à 4 heures du matin. Hein, surtout à nous qui sommes à l'ouest, hein, n'est-ce pas? Les gens qui sont à l'ouest, ils peinent, Badiandingi, tout ça, Delvaux, même ma campagne, n'est-ce pas? Avec la route Ngouma, hein, qui relie Kitambo, qui passe par Palais des Marbres. Cette route est fermée depuis bientôt 4 mois et c'est incroyable, au vu et au su de tous. Des autorités. Vous voyez, le président de la République a même visité cette route. Entre-temps, il y a des détournements que moi j'appelle spectaculaires. Des détournements spectaculaires. Donc, qui restent impunis. On peut dire, on peut raconter, on peut dire n'importe quoi, mais enfin, au finish, ces gens-là, on les voit en train de circuler sans chose, tout ça. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut essayer, parce que si nous détournement, la corruption généralisée, nous avons la guerre qui menace à l'extérieur, même les étrangers ne vont pas nous prendre au sérieux. Si nous-mêmes nous ne nous prenons pas au sérieux, déjà la gestion de notre pays à l'intérieur, mais la guerre, il y a la guerre partout, il y a la guerre au Mali, n'est-ce pas? Au Mali, il y a eu le Sahel, il y avait des problèmes, mais comme les jeunes gens sont venus, ils ont pris les choses en main, on ne parle plus beaucoup de la guerre de ce côté-là, parce qu'il faut nécessairement un leadership avec alors, le président. Vous avez peint un tableau qui est tellement sombre. Il y a certainement des pressions externes, des pressions internes. Il y a le problème de l'eau et l'électricité. La desserte pose problème. La dégradation de la voirie urbaine, la corruption, le détournement des deniers publics. Mais tout ça, quand même, il y a des gens au niveau de différentes responsabilités. C'est là qu'on pose la question de savoir que voulez-vous faire de la RDC? Il y a quand même des gens qui ont certaines responsabilités. Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas, je sais pas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'ils ont ce souci-là? Est-ce qu'ils aiment cette nation? Pour l'amour du pays, je ne m'étairai point. Ça, c'est une autre émission que nous avons organisée pendant longtemps dans une des chaînes de télévision ici. Pourquoi? Que voulez-vous faire de la RDC? Tout ça, ce sont des questions d'un homme qui a été créé pour vivre pour les autres. Parce que nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes ici. Hein, sur la terre. Nous sommes venus sur la terre, c'est pour que nous puissions nous entraider. Qui est la solidarité. Hein, n'est-ce pas? Nous sommes des arbres plantés, je continue à répéter, plantés au cours d'un courant d'eau et qui portent ce fruit en sa saison. Hein, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas venus. Et puis, quitter ce monde sans rien faire, c'est le plus grand péché. Le plus grand péché, c'est de venir ici au monde et d'être inutile. Donc, on vous met on vous donne un poste de responsabilité. C'est pour que vous puissiez identifier les problèmes qui sont dans les secteurs où vous êtes et que vous puissiez apporter des solutions. Tant soit peu, hein, n'est-ce pas? Je prends le premier mandat du chef de l'État. La plus grande solution, c'est la gratuité. La gratuité de l'enseignement. De l'enseignement. Qui a créé un engouement dans les écoles. Bon, tant mieux, mais quand même, ça marche. Même si on a pu corriger un peu, il fallait corriger, c'était un peu brutal, il fallait aller progressivement. Mais il y a la gratuité aujourd'hui à l'école primaire. Il n'y a pas des enfants qui vont prétendre. Donc, on veut des mesures, des actions à impact rapide, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous avons un gouverneur de la ville de Kinshasa qui vient d'être nommé. D'être élu. Qui vient d'être élu.
Oh, j'ai vu qu'on a même prié pour lui. Oui, oui. Il y avait même de veiller pour lui. Pour cela, n'est-ce pas? Quelles seraient ses premières actions? Ça, on attend. Moi, à sa place, je veux m'asseoir, je veux m'asseoir même toute une nuit, 2 nuits, réfléchir, qu'est-ce que je peux faire qui peut frapper, hein, n'est-ce pas? Qui peut donner une orientation. Une action qui a un impact visible. Aujourd'hui, le problème des embouteillages, ce n'est pas seulement parce qu'il y a le nombre de véhicules, Oui. c'est parce qu'il y a toutes les routes secondaires sont complètement abîmées. Est-ce que la ville de Kinshasa ne génère pas de moyens pour s'attaquer, par exemple, à ce problème d'arranger les routes? Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Hein, je vous ai dit, il suffit de bien... Si nous avons une expertise, vraiment une expertise nationale et internationale, on peut trouver beaucoup de sources de revenus dans notre pays. Alors, rien que le permis de conduire à Ambroise, ça peut donner combien? Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça peut permettre de terminer certaines routes comme ça, etc. Il paraît que le marché central est en train d'être achevé. Donc, c'est un problème d'amour de la nation, d'amour du prochain, et pourquoi pas d'amour de Dieu. Un problème d'amour du prochain, un problème de l'amour de la patrie. Ça, c'est très important. Monsieur Thomas, effectivement, on va parler un peu de la manière dont il faut aider le chef de l'État et les gouvernements à relever les 3 défis. On va y revenir. Mais on rentre un peu par rapport au tableau sombre que l'on a peint tout à l'heure. On a dit que les gens ont des responsabilités. Mais lorsqu'on regarde la manière dont les partis politiques se créent, les déclarations qui sont faites, la manière dont les gens se battent pour accéder au pouvoir, les gens donnent toujours l'impression qu'ils viennent pour changer quelque chose. Mais quand ils sont là, on ne voit pas de changement. Pour enrichir pour s'enrichir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est pour s'enrichir. Quand nous voyons ce qui se passe ailleurs, ça nous dit, mais il y a un problème vraiment dans notre pays. Et ça, nous interpellons le chef de l'État, hein, parce qu'il est le numéro 1 de ce pays. Il est l'unique personne qu'on peut dire qui a été élu, hein, n'est-ce pas? Quel que soit le pourcentage, mais on sait que c'est lui-là qui a été élu pour diriger ce pays. Donc il ne doit pas se laisser faire, se laisser prisonnier, hein, des vautours, n'est-ce pas? Oui. Des gens qui veulent qu'il échoue, d'une manière ou d'une autre. Donc il doit vraiment faire attention, et surtout qu'il a nommé une femme pour la première fois dans notre pays. Et la femme doit se défendre pour montrer aux hommes que pendant 60 ans, vous avez occupé le pouvoir, mais vous n'avez... C'est pour cela que chacun qui doit occuper un espace de pouvoir doit chercher les actions à impact rapide. Et si chacun cherche des actions... Écoutez, nous avons quand même des actions à impact rapide qui ont été posées par ce qui sont restés aujourd'hui et quand même des souvenirs, n'est-ce pas? Nous pouvons citer, mais nous ne voulons pas les citer, nous ne voulons pas faire leur publicité aujourd'hui. Des actions à impact rapide, comme la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est impact rapide. L'électricité, hein, n'est-ce pas? L'eau, ça doit être monnaie courante, n'est-ce pas? Comme dans d'autres pays. Mais pourquoi chez nous ici, il y a ces problèmes? La fois passée, nous avons parlé de la RVA. Oui, moi, je crois que la première des choses que le ministre des Transports qui s'occupe de ce secteur, la première des choses, parce que une ville, c'est l'entrée. Oui. Dans RDC, c'est le miroir. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée. Avec tous ces investisseurs qui viennent par là. Qui viennent par là. Eh bien, on ne doit pas mettre n'importe qui à la RVA.
Moi, je pense même, dans les solutions que nous sommes en train de proposer, il n'y a pas de honte. Le nationalisme, ça a échoué. Ah bon, on va revenir. Le nationalisme, ça a échoué. Ça a échoué. On va revenir aux solutions. Donc, je reviens vraiment à la porte d'entrée parce que il n'y a pas longtemps, je suis passé par là. Il faut nécessairement qu'on donne un ultimatum. Un ultimatum. À celui qui est à la RVA. À la RVA. Si ça ne s'améliore pas, une semaine pour améliorer ça. Pour que c'est la porte d'entrée, ce n'est pas possible. Oui, on devait quand même sentir une sorte de pression de la part de l'autorité supérieure. Oui, bien sûr. C'est lui qui... Ce sont des sociétés qui sont laissées à leur... ils gèrent comme ils le veulent. Parce que tout simplement, vous savez, le trafic d'influence. Ouais. Une entreprise comme l'ONATRA, le chemin de fer est là. C'est vrai, il y a des travaux à faire. Mais tuer le chemin de fer, mais c'est compliqué l'existence de notre pays. Regardez un peu la route qui mène la nationale, qui mène de Kinshasa à Matadi, c'est impossible. On pouvait rouler à l'époque 4 heures. Kinshasa, Matadi, vous arrivez. 5 heures maximum. Quand vous roulez, du moins un peu de 100 à l'heure. Mais aujourd'hui, il faut 10 heures ou 12 heures. Tout simplement parce qu'il y a plein de véhicules, de remorques, de camions, de tonnages énormes. Et tous ces tonnages pouvaient être transportés par le chemin de fer. Pourquoi la Tanzanie, en un clin d'œil, en moins d'une année, ils ont construit le chemin de fer avec les méthodes modernes de préfabriquer de Dar es Salaam à Dodoma. Notre pays est enclavé, hein, n'est-ce pas? C'est ça, désenclavement. J'ai parlé, j'ai dit de ça. On vient de revoir les contrats chinois qui nous dégagent 7 milliards. Et on oublie le chemin de fer. Où est-ce qu'on a affecté tout cet argent? Dans quoi? Vous voyez? Donc, aimer le pays, nous voulons vraiment, cette émission, nous voulons attirer l'attention. C'est notre pays. Ouais. Nous tous, nous sommes en train de partir. Hein. Ouais. Même vous, hein, vous êtes encore jeune, vous allez venir après. Justement, hein? On est en train de vieillir. Nous sommes en train de vieillir. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Qu'est-ce que je dois laisser aux générations futures? On voit vraiment que ce sont des enfants qui gèrent le pays. Alors, nous voulons vraiment interpeller les chefs d'État pour qu'ils puissent prendre les choses en main afin que ce mandat ici soit une version améliorée du premier mandat. Très améliorée du premier mandat. Alors, comment aider le chef de l'État et le gouvernement à relever les 3 défis? On sait bien que lors de son investiture pour un second mandat, le président de la République au Stade de Martyrs avait donné les 6 engagements et 3 défis à relever. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les 3 défis. On va passer au premier défi. Il s'agit du désenclavement de la RDC. Comment aider le président et le gouvernement à relever ce premier défi, le désenclavement de la RDC? Je crois qu'il doit convoquer une réunion de son. Lui-même, il doit présider. Ah, lui-même, il préside. En associant le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui doit mettre en application cette vision-là. Il appelle tous ses conseillers. Il dit, écoutez, bon, vous avez dégagé, c'est une bonne chose, félicitations, vous avez dégagé dans les contrats. On a renégocié avec les Chinois, et puis les Chinois sont prêts à nous verser 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, c'est beaucoup. Comment vous avez affecté ces 7 milliards? C'est là le problème. Comment ils ont affecté ça? En oubliant les secteurs désenclavement, parce que le désenclavement est là. Comment vous allez désenclaver la RDC? Parce que la RDC, à part Banana,
qui entre à l'océan, Banana qui est à côté aussi du port de Congo-Brazzaville, comment on appelle ça encore, la ville du Congo, la ville portuaire du Congo-Brazzaville. Ouais, comment s'appelle encore la ville portuaire du Congo-Brazzaville? Vous voyez, donc les noms, ça m'échappe. Ouais, le Congo-Brazzaville veut faire tout, donc a tout intérêt à empêcher que nous ayons de port à Banane. À Pointe-Noire. Vous voyez, Pointe-Noire. La Pointe-Noire, oui. Pointe-Noire est devenu un grand port parce qu'il y a beaucoup de produits, qui passent par là. Qui passent par là. Mais si aujourd'hui, nous construisons Banana, ça va nous coûter combien? Si aujourd'hui, nous ouvrons la porte du chemin de fer vers l'Obito, hein, n'est-ce pas? En passant par l'Angola, bien sûr. Hein, donc, nous sommes à l'Atlantique, hein, n'est-ce pas? Et si nous avons un corridor qui passe encore vers la Tanzanie, vers l'océan Indien, vous voyez, donc l'océan Indien de l'autre côté, l'océan Atlantique de l'autre côté. Les petits corridors, parce que le moyen le moins cher de transport, c'est la mer, hein, n'est-ce pas? C'est suivi par le chemin de fer. Oui. Stanley nous a prévenu que sans chemin de fer, la RDC ne vaut pas un penny. Parce qu'il est totalement enclavé. Mais il y a le port de Banana qui donne l'espoir, n'est-ce pas? Il y a le Lobito, hein, n'est-ce pas? Le corridor de Lobito qui n'a qu'à peu près 1200 km. Vous voyez, donc on peut facilement désenclaver le pays. Et puis maintenant, à l'intérieur, construire des chemins de fer, de routes qui se relient, n'est-ce pas? Il y a le fleuve Congo qui n'est pas navigable à certains endroits, hein, n'est-ce pas? Les Belges ont résolu ces problèmes, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est un problème d'amour. Donc, vous avez dit qu'il doit tenir une réunion. Il doit tenir une réunion, il faut une sorte de conférence avec d'abord ces experts qui ont oublié que pour désenclaver le pays, il faut affecter une somme importante au chemin de fer. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs du passé aussi. Il y a eu beaucoup d'erreurs du passé. Ce sont les détournements, il y a l'impunité dans ces secteurs-là. et ça n'aide pas à avancer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tant qu'on ne résout pas ces problèmes à l'intérieur du pays, on va continuer à se moquer de la RDC. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe avec Burkina Faso, Mali, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la révolution, hein, n'est-ce pas? Le président peut faire une révolution aussi. Il peut faire une révolution interne. Il a déjà l'appui de certains de ses collaborateurs. Il peut leur dire, écoutez, nous aimons notre pays. Vous savez, j'ai suivi Paul Kapita. Je ne sais pas si vous l'avez suivi aussi. Paul Kapita, c'est un de 13 parlementaires qui ont été emprisonnés par Mobutu. Je peux dire que c'est le rescapé, parce qu'il est resté seul. Quand j'ai suivi Paul Kapita, j'ai pleuré avec les larmes. Ah bon? Oui. Parce que là, il n'a pas mâché les mots. Il a dit à son fils, il a dit à son fils, parce que Félix, c'est son fils. Il a vu naître, hein, n'est-ce pas? Il a dit, mais vous êtes entouré de gens qui sont venus brouiller vos cartes. Vous avez été nourris par Étienne, spirituellement, moralement et physiquement. Vous devez refléter les valeurs qu'il vous a inculquées. Mais vous vous êtes entouré de voleurs. Des gens qui n'ont rien à voir avec les valeurs. C'est le moment de dire la vérité.
L'UDPS n'a pas lutté. Moi, je n'ai jamais été à l'UDPS, mais j'ai toujours apprécié le combat de l'UDPS. Lutter pendant 32 ans pour nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Non. Non, c'est pas possible. Qui va encore venir avec une lutte pour dire luttons pour ceci, qui va encore venir? Qui va croire afin qu'on le croie, alors qu'on lui donne encore la confiance qu'on a donnée à l'UDPS. Ce que je suis en train de dire ici, même des personnes de l'UDPS sont en train aujourd'hui de pleurer de voir. Y a-t-il une personne qui peut relever ça? Y a-t-il une personne qui peut corriger ça? Oui, c'est le chef de l'État. Le président de la République lui-même. Le président de la République lui-même. Lui-même, il doit vraiment se mettre devant Dieu, devant le peuple. Dire que ce peuple m'a donné quand même un mandat. Je veux travailler. Donc comme Salomon, n'est-ce pas? Salomon, quand il a eu le pouvoir, quand Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui est apparu, n'est-ce pas, en rêve, et il lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Pour bien gouverner. Sans la sagesse, c'est impossible. C'est la folie. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Bon, les gens estiment que ça se limite à avoir de l'argent, à se faire une bonne santé financière. Le chef doit prendre vraiment au sérieux. Moi, on peut corriger ces erreurs, n'est-ce pas? J'ai beaucoup apprécié Vital Kamerhe lorsqu'il a dit que je vais continuer. C'est que, hein, vous voyez, il était président de l'Assemblée, mais on a coupé. C'était là, il dit que je vais continuer ce que j'avais laissé. Ah, ok. Donc, si vraiment cela est dans son cœur, je l'ai vu en train de faire une démonstration au tableau pour montrer comment le pays... Mais ça m'a dit, mais ces messieurs ont dit qu'il n'est pas congolais, mais comment il peut faire une démonstration comme ça? Vous savez, nous devons aussi mettre... les erreurs du passé, c'est quoi aussi? Ouais. C'est le mensonge. Ah, le mensonge. La calomnie, hein, n'est-ce pas? La médisance, tout ça, gratuite. Hein? Vous dites des mensonges tout simplement pour couler une personne. Moi, je crois que c'est le temps de la repentance nationale. Le temps de la repentance nationale. La repentance nationale. Dire que Seigneur, tu nous as donné un beau pays, mais nous avons blagué, nous avons joué avec ce pays. Les défis du chef de l'État, les engagements du chef de l'État, si lui-même, il le prend au sérieux et il oblige tout le monde qui va collaborer avec lui d'y travailler, dans 2 ans, il y aura des changements. Nous aurons des actions à impact. Nous voulons que le gouvernement qui va sortir, que chaque ministère cherche des actions à impact rapide. Vous savez qui a introduit le feu rouge ici dans la ville de Kinshasa? Je ne sais pas quel âge vous aviez. C'est le gouverneur Feu Kondevila Kikanda. Ah bon? Qui a introduit le feu rouge, je crois. Lui et l'autre, celui qui l'a précédé, comment il s'appelle encore? Ce sont les deux qui ont... L'un a conçu, l'autre a concrétisé. Le feu rouge est entré là. Les actions à impact rapide. Hein, n'est-ce pas? Lorsque vous construisez une route secondaire qui désengorge la ville de Kinshasa, ce sont des actions à impact rapide. Hein, n'est-ce pas? Mais il faut bien le faire. Aujourd'hui, Ngouma est en train d'être bétonné. C'est du béton, hein? Oui. Moi, je suis arrivé jusqu'à Saint-Luc. Oui. Je voulais voir un peu quelque chose à Robank là-bas, mais c'est du béton. Ok. Du béton, ça veut dire que c'est une route qui va faire très longtemps. Ok. Donc, c'est comme la route entre Lipen et Cité Verte. Cité Verte. Maman Mobutu. Oui. Cette route-là, moi, je connais, c'est le génie civil qui avait construit, hein, avec feu colonel Moleka, hein, n'est-ce pas? Ils s'y sont... Et c'est un Congolais, hein.
Cette route était tout le temps coupée, coupée, coupée. Mais lorsqu'il y a un éveil de conscience, on dit on va faire quelque chose. Génie militaire. Ah, nous avons un génie militaire qui peut faire aussi l'avenue de l'école. Vous voyez, là, vous êtes à Saint-Luc quand vous descendez pour sortir à Kobile. Oui. Mais la petite partie là, ça allait causer des érosions terribles, mais c'est en béton. Hein, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est dur. Mais nous avons génie militaire. Vous voyez, génie militaire. Il faut confier parfois des travaux à génie militaire. Vous savez, moi je dis ceci. Il faut qu'on arrive à assainir les finances de la RDC. Ah, il faut assainir les finances. Le Congo, donc les finances. Il faut nécessairement que le ministre qui entre en fonction, il demande à la DGDA, donnez-nous les listes, la liste des entreprises qui sont dans Sidonia, dans le guichet unique. Parce que ces entreprises-là, ils ont des portions importantes. Je prends Foner, je prends OGFREM, je prends FPI, je prends etc. Toutes ces entreprises-là. Cet argent-là qui n'entre pas dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a que 5%. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut créer des audits partout et vous allez voir, les choses vont changer. Donc ça veut dire que le gouvernement de Mme Judith doit vraiment... Moi je crois que c'est un défi de la femme. Un défi de la femme, oui, justement. Vraiment. Pour corriger, pour essayer de corriger. La femme montre que nous sommes meilleurs que vous, les hommes. Mais si il tombe encore dans les mêmes histoires, mais quand est-ce que nous allons relever notre pays? Moi, je crois que il y a beaucoup de choses à dire. Pour le moment, nous cherchons à dire ce qui peut aider, ne fût-ce que donner une petite lumière à ceux qui vont prendre les rênes dans les prochains gouvernements. Alors, on prend le deuxième défi, il s'agit de l'assainissement des villes. Assainissement des villes. Comment est-ce qu'on peut aider aussi les chefs de l'État à assainir les villes? Il y en a tellement beaucoup. Il y a l'erreur du passé, parce que il y a combien de territoires là? 145 territoires. Il y a la péréquation. La caisse de péréquation. Qui n'a jamais marché. Hein? Qui n'a presque jamais marché, peut-être à 5%. Parce que ça a été pensé pour compenser aux inégalités des ressources entre les provinces. Mais ce sont les erreurs du passé. Il faut qu'on puisse la spécialiser, la caisse, hein, n'est-ce pas? Qu'elle soit vraiment spécialisée et qu'elle soit... Ce sont des bonnes idées, mais qui se sont endormies, hein, n'est-ce pas? Ceux qui ont créé cette caisse, c'est pour aider qu'il y ait une répartition équitable de richesses dans nous. Donc ce sont les erreurs. Il faut la réactiver, c'est une très bonne chose. Il faut la réactiver et la doter de tous les moyens nécessaires pour qu'il y ait cette péréquation. Pourquoi ça n'a pas marché? L'argent qui devait être envoyé dans telle province, c'était bouffé dans les poches des individus. Est-ce que ça, vous aimez le pays? Que voulez-vous faire de la RDC? Je pense que toutes les autorités suivent cette émission. Vous avez une parcelle de pouvoir, vous suivez cette émission. Que voulez-vous faire de la RDC? La caisse de péréquation, vous en parlez. Elle a été pensée justement pour arriver à répartir de manière équitable les richesses du pays. Mais c'est parti d'abord de ce que la Constitution a appelé la retenue à la source de 40%, mais qui n'avait pas été concrétisée. La rétrocession pour arriver